Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup pour cette 10e édition des webinaires de l'Estuaire. Petit rappel sur ce format que l'on a mis en place du coup, il y a maintenant un petit bout de temps, à peu près 4 fois par an. Du coup, on réunit un certain nombre d'acteurs et nos partenaires autour d'une thématique pour partager et faire un petit bilan sur un sujet en particulier que l'on traite dans le cadre de nos activités d'études, recherche et de valorisation des connaissances sur l'estuaire de la Seine. C'est donc pour nous un moment pour à la fois favoriser les échanges sur des sujets, mais aussi pour mettre un petit peu en avant les travaux que l'on peut mener dans le cadre du GIP Seine-Aval. Donc moi, je me présente, je suis Nicolas Mac, le directeur du GIP Seine-Aval. Alors aujourd'hui, on va aborder ensemble la thématique de la baignade en Seine normande, qui est un sujet qui est montant auprès d'un certain nombre d'acteurs du territoire. Et dans le cadre de nos travaux, nous allons dans les mois à venir engager des études et des recherches pour aborder finalement quelles seront les conditions, quelles seraient les conditions pour un retour quelque part de cette activité ancienne dans le fleuve et en particulier en Normandie. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous partager un petit état des lieux de cette problématique. Et donc, Cédric Fisson va vous présenter pendant une petite demi-heure voilà, un petit peu d'histoire, un petit peu d'actualité, et puis ça me permettra de questionner un peu le futur de ce sujet, puisqu'après sa présentation, on aura un quart d'heure dans lequel vous pourrez réagir, et puis j'irai peut-être témoigner un petit peu de comment ce sujet, quelque part, questionne vos projets ou en tout cas vos sujets de préoccupation. Donc voilà, donc on va se lancer. Je vous rappelle que c'est un webinaire qui est enregistré. Et donc voilà, toute la présentation et les échanges sont enregistrés et pour après être rediffusés sur notre chaîne YouTube. Et donc je vais laisser tout de suite la parole à Cédric donc, pour une petite demi-heure de présentation. N'hésitez pas à mettre des questions ou des commentaires dans le chat au fur et à mesure de la présentation, puisque à la fin, on pourra reprendre ça, en plus éventuellement vous faire intervenir en direct pour discuter. Merci à tous en tout cas de votre présence, et puis à toi Cédric. Merci Nicolas, donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, baignade en Seine normande. On va commencer par revenir un petit peu en arrière et voir un peu c'est quoi l'histoire de cette pratique en estuaire de Seine ou en Seine normande de manière un peu plus large, avec une pratique qui est historique, avec des témoignages qui remontent assez loin dans le temps. J'en ai repris quelques-uns pour vous montrer un peu la diversité de ce qu'on a pu observer. Là, par exemple, 1er octobre 1550, entrée royale d'Henri II à Rouen, avec une grande fête nautique et une parade sur la Seine, avec notamment des baigneurs qui avaient été recrutés chez les matelots, et donc déjà cet usage en lien avec la Seine. Témoignage d'un poète qui disait que la rivière, le fleuve, servait à la natation dès le 15-16e siècle. L'ouverture des premiers bains, des premières écoles de natation courant 18e. Et on voit aussi des pratiques sportives avec des compétitions notamment qui commencent à se mettre en place au XXe siècle. Et déjà aussi une alerte un petit peu sécuritaire sur cette baignade où les maires des communes étaient amenés dès le début du 19e à un peu encadrer cette pratique-là. Alors, cette pratique-là, elle a eu besoin d'être encadrée parce que finalement, la baignade ou plus largement les accès au fleuve étaient dangereux avec des noyades assez récurrentes et pas forcément liées à la baignade, liées beaucoup à soit à cette pratique-là ou à des usages ou des métiers qui étaient en bord de Seine. Alors, j'ai repris, là, il y a pas mal de petites anecdotes, que les imprudences, c'était de se baigner après avoir mangé avec cette première petit témoignage là où il y a eu une noyade sur les gens qui vont se baigner après avoir bu un peu plus que de raison, le mascaré qui était dangereux aussi. Donc on voit ces noyades qui étaient très présentes et des données un peu anciennes là où il y avait
des statistiques qui avaient été faites sur les noyades au 18e, où il y avait une centaine de noyés qui avaient été décomptés sur 20 ans à la fin du 18e. Là aussi, pour l'anecdote, des consignes assez surprenantes pour réanimer les noyés, où là, texto, c'était donc lui introduire dans les intestins de la fumée de tabac par le fondement, en se servant d'une machine fumigatoire et d'une canule à bouche. Donc, on imagine bien qu'il fallait peut-être mieux pas se retrouver dans ce cas-là. Il devait peut-être pas sauver grand monde. Et l'anecdote aussi connue là de la noyade de Léopoldine Hugo, alors qui n'était pas liée au mascaret, qui était liée vraiment à des conditions de scène plutôt dangereuses avec des coups de vent qu'il y avait eu sur ce jour-là. Alors, au-delà de ces anecdotes, 19e, 20e siècle, il y avait pas mal d'activités nautiques en lien avec la Seine, et pas que de la baignade, comme on peut le voir sur ces différentes photos, de l'aviron qui était déjà présent, l'ancêtre du ski nautique, donc l'aquaplane à l'époque, de la baignade, de la voile avec différentes régates, et des usages récréatifs, pas forcément que quand il fait beau aussi. Là, une photo de patin à glace à Pont de l'Arche, donc là en conditions un peu plus fraîches. Alors, cette baignade, ça s'est accompagnée de logiques d'artificialisation complémentaires et assez différentes, à la fois avec des zones où on avait des plages ouvertes, comme on le voit là à Saint-Aubin-les-Elbeuf, plage qui existe encore aujourd'hui, avec des aménagements pour plonger, comme on peut le voir ici au trait, ou alors des zones un peu plus encadrées, là comme ce bassin à Rouen qui physiquement délimitait les zones de baignade, et des bains chauds, des bains froids. Donc là, c'était des bateaux qui étaient aménagés pour rendre accessible cette baignade, et au-delà de la baignade, tout un usage de restauration, un usage, il y avait des coiffeurs, il y avait pas mal de pratiques aussi sociales dans ces différents bains, là où je vous en ai mis des exemples. Hop. La pratique, si on en revient un peu plus à la baignade ou à la pratique sportive, elle a été encadrée assez tôt en Seine, avec la création de l'ancien CNAR en 1847. Donc, on voit dès la mi-19e siècle différentes associations qui se mettent en place pour encadrer ces pratiques récréatives, que ce soit sur de l'aviron, du kayak, de la voile, ou là de la nage, comme on voit là une course à Elbeuf, courant 20e siècle, et des sociétés aussi commerciales qui se mettent en place courant 20e siècle. Donc, on se retrouve avec une baignade à Rouen qui est finalement inscrite quand même dans la durée, dès la Révolution jusqu'à la Seconde Guerre. Alors, Seconde Guerre, c'est là où ça s'est un peu gâté pour la pratique, où la baignade a été quasiment arrêtée en Seine pour plusieurs causes. La première, c'était en lien avec la dégradation de la qualité de l'eau. C'est la période où il y avait un peu toutes les pollutions historiques qu'on connaît sur ces périodes-là. Là, je vous ai mis des exemples de rejets, là, des mousses qu'on avait au barrage de Pose, là, des poissons morts, et ces alertes sanitaires qu'on voit là sur ce panneau. Ici, fleuve Seine, danger, eau polluée, eau empoisonnée. Donc là, on est dans le contexte vraiment de notre Seine industrieuse polluée des années 50, 60, 70 jusqu'au courant des années 80. Donc, cette première cause, un petit peu, qui a fait que la pratique s'est un peu arrêtée en Seine. Le deuxième aspect, c'est l'aménagement de l'estuaire et de ses berges qui a finalement complètement déconnecté sur certaines portions de la Seine la ville où il y avait de la baignade avec la Seine, avec l'aménagement des quais, là, comme on le voit sur ces deux photos de Rouen, où finalement la Seine devient quasiment plus accessible ou dans des conditions un peu plus dangereuses. Et du coup, ces aménagements aussi ont marqué une coupure entre la Seine et ses riverains. Et le troisième aspect, c'est finalement une nouvelle offre pour la natation dans cette deuxième moitié du XXe siècle, avec l'ouverture de piscines municipales. Là, un petit extrait sur l'ouverture d'une piscine, où on disait: la piscine après laquelle des générations de nageurs ont attendu est achevée ou presque. Nous pourrons nous livrer aux joies de la natation sans être contraints d'aller ensuite prendre une douche afin de nous débarrasser du mazout qui souillait notre peau, comme c'était trop souvent le cas après les bains pris en Seine. Donc là aussi, un témoignage de cette qualité de l'eau qui était pas forcément adaptée pour la baignade.
Et aussi et surtout l'ouverture de bases de loisirs, que ce soit à Pose ou à Jumièges, avec d'anciennes carrières qui ont été réhabilitées en bases de loisirs. Et finalement, ces différentes offres sur le littoral aussi qui permettent à la baignade de s'affranchir des contraintes liées à la Seine. Et finalement, les habitants se détournent de la Seine pour cet usage-là notamment et pour d'autres, courant deuxième moitié du XXe siècle. Donc voilà pour le côté un petit peu historique que j'ai balayé rapidement, mais pour montrer que finalement cet usage est un ancien usage de la Seine et c'est finalement plutôt la parenthèse qu'on a aujourd'hui où on a peu ou pas de baignade en Seine qui est anormale et finalement qui questionne la reconquête de cet usage ancestral. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Finalement, on a des usages nautiques de façon un peu large qui sont bien établis, qui sont encadrés, qui ont perduré en Seine, que ce soit sur du kayak, de l'aviron, aujourd'hui des offres aussi en paddle. Je vous ai mis quelques extraits de balades qui sont proposées par différents clubs sur la Seine. L'équipe du GIP s'y était même aventurée l'année dernière en kayak sur le secteur des îles. Et finalement, cet usage nautique, lui, a perduré. Concernant la baignade en tant que telle, il y a quand même quelque chose de relictuel qui est toujours resté et finalement des baignades qu'on observe quand le temps s'y prête, de façon non encadrée, mais qui sont quand même de plus en plus nombreuses avec différents spots où on voit très régulièrement des nageurs et des nageuses, là, comme on peut le voir sur ces deux photos, un peu à l'amont de Rouen et à Elbeuf. Alors, finalement, ça pose assez vite la demande sociétale qu'on voit poindre, se développer depuis quelques années, qu'on voit ça, notamment, il y a un collectif qui s'est constitué, collectif Seine Vivante 76, qui milite pour cette baignade en Seine et dans les affluents. On voit de plus en plus aussi d'articles où les médias se font le relais de ces questionnements dès qu'ils commencent à faire beau, et on voit même dans le traitement médiatique qu'en effet, où il y a 15 ou 20 ans, c'était pas trop pris au sérieux, et aujourd'hui, ça questionne finalement où, dans quelles conditions ça serait possible. Et ça peut aussi, on peut placer ça dans les débats qu'il y a pu avoir sur les personnalités juridiques ou les droits de la Seine qu'on pourrait développer ou adjoindre à la Seine. Donc tout ça va un peu dans les mêmes mouvances. Et aussi et surtout des exemples ailleurs, dans d'autres grandes villes européennes, et au premier titre duquel Paris, où il y a des baignades aujourd'hui sur la Seine et en amont sur la Marne, en héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, où ces sites de baignade sont aujourd'hui effectifs et accueillent pas mal de monde depuis l'été dernier. Et donc, du coup, cet exemple de l'amont forcément donne envie, donne des idées et montre qu'on peut se questionner sur les possibilités de cette baignade, du coup, un peu plus en aval, en Normandie. Alors, derrière tout ça, forcément, il y a un moment, il y a la réglementation qui s'impose. Et je vous ai fait un petit récapitulatif de aujourd'hui, où est-ce qu'on est cette réglementation. D'abord, pour vous rappeler que quand on la regarde, le principe général sur le domaine public maritime et fluvial, donc ce qui va nous concerner en Normandie, c'est que la baignade est libre, sans restriction dans le temps, sauf si une interdiction s'y oppose pour des motifs de sécurité ou de salubrité publique. Donc, par défaut, c'est quand même l'autorisation qui prévaut. Alors, réglementairement, globalement, il y a 3 statuts. Il y a tout d'abord les baignades dangereuses ou interdites, avec un arrêté municipal ou préfectoral, comme c'est le cas, là, je vous ai mis le panneau à Pont de l'Arche, où il y a une interdiction de la baignade sur la Seine et sur l'Eure. À Muide, donc on est plus en amont, où il y a un arrêté qui a été pris il y a quelques semaines, qui était basé sur des atteintes aux mœurs avec des gens qui se baignaient dans le plus simple appareil, et du coup un arrêté d'interdiction qui a été pris là aussi. Donc ça, qui est le premier statut, quand c'est vraiment dangereux et interdit, il y a un arrêté qui fait foi. L'autre cas, c'est les baignades aménagées, surveillées, autorisées. Comme c'est le cas dans les bases de loisirs, à Pose et à Jumièges, où là, il y a une surveillance physique avec des maîtres nageurs qui sont là, une délimitation de la zone de baignade,
un suivi sanitaire par le gestionnaire et par l'agence régionale de santé qui va éditer du coup un profil de baignade. Là, je vous ai mis celui pour pause, où là, on est sur un site où l'eau est d'excellente qualité d'un point de vue sanitaire. On y reviendra tout à l'heure sur les paramètres qui sont suivis. Donc, baignade interdite, baignade aménagée, surveillée, autorisée et suivie. Et il y a un entre-deux, j'allais dire, qui sont les baignades qui sont aménagées ou non, et non surveillées et non interdites. Et là, en fait, finalement, on doit avoir des garanties de sécurité suffisantes pour avoir des activités de baignade, de natation, d'activités nautiques, sans pour autant mettre en place une surveillance, comme on peut l'avoir dans le cas précédent. Et là, on est dans un statut à vos risques et périls, finalement, où la puissance publique n'interdit pas parce que du coup, il y a des conditions de sécurité qui sont suffisantes pour laisser tout un chacun exercer cette pratique. Petite subtilité, entre guillemets, du coup, si on a des zones de baignade où on a plus de 10 baigneurs en instantané, cette baignade doit être déclarée par le maire et du coup se poser la question de son statut. Est-ce qu'on rentre dans quelque chose qu'on va aller autoriser avec le suivi que cela implique, ou alors interdire si les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Et finalement, sur la Seine normande, on est essentiellement dans un peu dans cet entre-deux, ce qui nous fait dire, quand on nous demande si on a le droit de se baigner, c'est ni autorisé ni interdit, et on est dans ce cas-là. À cette réglementation un peu de classement des zones où on peut se baigner, il y a également une réglementation sanitaire portée par une directive européenne qui s'appuie sur 2 paramètres microbiologiques qui sont marqueurs d'une contamination fécale, donc qui sont marqueurs de quand il y a des eaux usées, donc peu ou pas traitées dans le milieu, qui vont finalement interdire la baignade à cause de risques sanitaires, de gastroentérite ou de diarrhée. Cette réglementation, elle s'appuie sur 2 marqueurs, Escherichia coli et les entérocoques intestinaux qui sont présents dans nos eaux usées et qui sont marqueurs de la présence de cette eau usée et qui vont conditionner l'ouverture ou la fermeture des baignades. Peut-être préciser à ce moment-là que ça, c'est vraiment une contamination particulière et que ça ne va pas forcément couvrir tous les cas de risques sanitaires, notamment ceux qui sont liés à des protozoaires ou à des virus, où ces marqueurs ne sont pas forcément toujours complètement pertinents pour ces contaminations spécifiques-là. Alors, cette contamination sanitaire, aujourd'hui, il n'y en a pas en tant que telle de fait sur la Seine, mais on a quand même quelques données dans des suivis qui sont réalisés par l'Agence de l'eau, où là, je vous ai repris les données qu'on a depuis les années 2008 sur le secteur entre Pose et Côte-Bec, donc une bonne portion de la Seine normande en eau douce, pour les Escherichia coli à gauche, les entérocoques intestinaux à droite. Les classes de qualité, bleu, on est bon, jaune, on est moyen, rouge, on est mauvais. Et les points noirs sont ceux pris entre le mois de juin, juillet, août, donc en période estivale, et les autres, c'est ceux sur le reste de l'année. Et on voit finalement qu'on a quelques déplacements et quelques classements, quelques passages en qualité mauvaise, mais globalement, on a quand même une bonne partie des points qui sont de qualité bonne ou moyenne, notamment pour les entérocoques, où on n'est jamais en qualité mauvaise. Donc les déclassements, c'est plutôt lié à Escherichia coli, ce qu'on observe sur les autres sur les autres masses d'eau quand il y a des déclassements, mais finalement qui reste l'exception par rapport à tout le pool de données qu'on peut avoir, d'où l'importance du coup de voir quelles sont les conditions de ces dépassements si on veut aller un peu plus loin dans la réduction des rejets qu'on doit faire. Donc trouver un peu c'est l'origine de ces dépassements, pardon. Un autre exemple, pas en Seine, mais sur un affluent, là sur le Cailly, donc petit affluent rouennais de la Seine, beaucoup moins de données, un peu plus de dépassement. Donc là, on pourrait se dire, on part d'un peu plus loin d'un point de vue sanitaire, c'est vrai. Par contre, comme on est sur un petit affluent, il y a sûrement moins de points de rejet ou moins d'actions à mener si on trouve les sources responsables de ces dépassements-là. Donc, on voit qu'on a là aussi un potentiel sur des rivières affluentes, moyennant quand même quelques adaptations techniques pour éviter ce rejet des eaux usées dans le milieu.
Au-delà du risque sanitaire, on a quand même le premier point, un danger physique réel en Seine, où on a des forts courants, notamment lors de la renverse, hein, quand on a le flot qui remonte, on a des courants assez forts, des accès qui sont pas toujours évidents et qui sont pas faits aujourd'hui pour accéder à la Seine, donc ce qui va complexifier cette possibilité de baignade. La navigation qui est très présente et qui est à considérer, et la Seine aussi qui va souvent véhiculer des embâcles ou des macrodéchets qui peuvent là aussi être une source de danger physique si on se baigne en Seine. Donc, à ce danger physique qui est réel, on peut se poser la question du risque chimique. Donc là, c'est lié à la présence de contaminants comme des métaux, des hydrocarbures, des PCB, qu'on sait assez présents en Seine, surtout historiquement, hein. Je vous ai remis ici un peu l'évolution de la qualité de l'eau depuis le début du XXe siècle. On avait une qualité de l'eau très dégradée, on en a parlé tout à l'heure, entre les années 50 et les années 80, et une qualité de l'eau qui s'améliore depuis plusieurs dizaines d'années, et aujourd'hui une qualité chimique où on n'a pas identifié de risque aigu pour la baignade, c'est-à-dire qu'on a une pratique qui finalement dure, qui implique pas une exposition à la contamination chimique très longue et très forte, et pas d'alerte pour cet usage-là vis-à-vis de la contamination chimique. Ce qui en revient au danger microbiologique, hein, donc qui est celui plutôt lié au rejet des eaux usées ou d'élevage agricole. On a parlé des bactéries d'origine fécale qui sont suivies d'un point de vue réglementaire, donc Escherichia coli et Enterocoque, mais il y a quand même pas mal d'autres choses qui peuvent faire peser un risque sanitaire. Pensez à la leptospirose qui est véhiculée par l'urine des rongeurs, à différents parasites, à des virus, où on avait fait, il y a une vingtaine d'années, un état des lieux sur ce danger microbiologique au sens large, où on avait identifié des zones ou des secteurs à risque. Et globalement, c'était autour de l'agglomération rouennaise, au niveau de l'entrée de l'estuaire, donc à Pose, plutôt en condition de fort débit. Mais tout ça date d'une vingtaine d'années et mériterait d'être mis à jour pour aller plus avant sur une actualisation de ce risque microbiologique. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des périodes qui sont défavorables ou favorables à cette contamination microbiologique. Par exemple, plus il fait beau, forcément plus il y a d'UV, et eux vont être favorables à la dégradation bactérienne. Donc, on aura une contamination microbiologique moindre quand il y a beaucoup de soleil. La température, de la même manière, vont favoriser la mort des bactéries, la mort naturelle des bactéries dans l'eau et leur prédation. Donc là aussi, vont être favorables. Et ce qui va être défavorable, c'est plutôt des fortes pluies, où là, on peut avoir un risque de débordement de réseaux d'assainissement. Et tout ça dans une Seine estuarienne, donc avec des débits, des marées qui changent en continu et qui vont jouer sur la diffusion de cette pollution bactérienne. Où là, c'est aussi des choses qui pourront mériter d'être étudiées. On y reviendra tout à l'heure. Et justement, voilà, une fois qu'on a posé un petit peu ce passé, ce présent, aujourd'hui, si on veut collectivement porter un peu un projet de baignade en Seine, quelles questions ça pose, quelles sont les pistes, quels sont les éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Alors, il y en a plusieurs. Le premier, hein, j'ai dit tout à l'heure que premier point, c'était le danger physique. Et donc, il y a cet aspect sécuritaire qui doit être anticipé, où on peut imaginer des aménagements dédiés et adaptés. Donc là, je vous ai mis des exemples de choses qui sont faites sur la Seine francilienne et en Marne, où on voit des bassins qui sont en connexion avec la Seine, mais qui permettent de vraiment localiser la baignade et de la pratiquer en toute sécurité d'un point de vue physique, et qui permet aussi une cohabitation avec d'autres usages qui avaient été étudiés en amont. Et là, il y a des retours d'expérience très intéressants sur ces baignades en Seine et en Marne francilienne. Et ça nécessite forcément un encadrement de surveillance, de sécurité de ces sites-là, que ce soit
au niveau des sites en tant que tels, avec plutôt une surveillance ou une sécurité par la police municipale, par exemple, et une sécurité aussi dans l'eau, avec la présence de maîtres nageurs qui est nécessaire sur ces sites-là, avec des horaires d'ouverture. Souvent, il y a aussi un nombre, il peut y avoir un nombre limité de baigneurs. Donc, tout ça à encadrer pour avoir cette pratique ouverte au plus grand nombre et faite en toute sécurité. Mais voilà, donc des exemples ou des retours d'expérience récents qui permettent voilà, de voir, enfin, d'avoir des solutions pour ces baignades-là. Le deuxième aspect, on en a déjà parlé, hein, c'est le risque sanitaire. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a le suivi réglementaire de E. coli et d'entérocoque, qui est en général, quand on regarde ce qui est fait sur d'autres baignades, qui est fait en deux temps. Il y a un temps fait par l'Agence régionale de santé pour voir un peu la qualité globale et comme tout à l'heure, je vous montrais sur pause la couleur du drapeau quelque part. Donc pour qualifier la baignade, et souvent il y a un suivi additionnel du gestionnaire en tant que tel qui quasiment au quotidien peut savoir l'état de ces deux marqueurs-là pour savoir s'il ouvre ou pas sa baignade. Ce qu'il faut avoir en tête sur ces aspects-là, c'est que finalement quand il y a des dépassements des normes sanitaires, c'est lié à des apports d'eau usée dans le milieu, mais qui vont assez vite se dégrader, se disperser, se diluer, et c'est pas parce qu'on est fermé une journée que toute la saison va être fermée ou que ça va que ça met à mal la baignade pour plusieurs semaines. C'est des choses assez réactives et on est plus dans la philosophie quasiment qu'on peut avoir en montagne quand il y a un risque avalanche ou il y a une zone qui peut être fermée, un bout de domaine skiable qui peut être fermé pendant quelques jours avec ce risque avalanche-là, mais une fois qu'il est passé, qu'on peut rouvrir. Donc là, on est un peu dans cette même philosophie-là, de zone, de période qu'il faut bien suivre et bien identifier pour savoir ce qu'on peut, si on ouvre ou pas quasiment au jour le jour. À ce suivi-là un peu réglementaire, il y a pas mal d'autres choses, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, les parasites, les virus, les cyanobactéries, qui pourraient être suivis de manière additionnelle pour s'assurer que ce risque sanitaire soit bien maîtrisé au-delà de la réglementation. Pour répondre à ça, il y a des outils qui existent, hein, c'est des suivis qu'on sait faire. On peut aussi poser la question de nouveaux outils de suivi, notamment de mesures haute fréquence de certaines bactéries. Ça, c'est comme ce que je vois sur l'image, là, sur le Coliminder, qui est quelque chose qui évite d'aller faire, enfin, qui complète des mesures faites en laboratoire et qui permettent d'avoir des résultats assez rapides au jour le jour pour vraiment aider le gestionnaire dans son ouverture ou pas de la zone de baignade. Et enfin, on est en estuaire, donc comme on a la marée, forcément, c'est un petit peu plus compliqué qu'en zone fluviale stricte. Et là aussi, on peut interroger le besoin de modélisation de la dispersion de cette contamination-là pour, là aussi, anticiper au mieux le devenir de ces bactéries-là. Donc, ces questions-là, c'est des choses qui nous intéressent au niveau du GIP Seine-Aval, sur lequel on commence à réfléchir avec des équipes scientifiques et sur lequel on va aller, on va monter un projet avec des équipes de recherche pour aller un peu plus loin sur ce risque sanitaire et avoir une vision un peu plus globale et puis sûrement questionner aussi l'intérêt de ces suivis haute fréquence ou de cette modélisation pour pouvoir apporter aux gestionnaires une première vue de ces possibilités réelles de baignade vues par la problématique sanitaire. Tout cela, je mets un projet collectif à construire. En fait, quand on voit les expériences qui sont faites ailleurs, personne l'a fait tout seul, ce qui est vrai pour plein de thématiques, mais celle-ci particulièrement, où il y a à la fois un portage politique, technique, financier aussi, qui doit être indispensable et collectif pour accompagner le retour de cet usage-là. À titre d'exemple, là, je vous ai mis les différents partie prenante de baignade sur la Marne, où on voit qu'il y a à la fois les gestionnaires de l'assainissement, il y a à la fois des chercheurs, il y a les services de l'État,
agence régionale de santé, agence de l'eau, et finalement toutes ces différentes structures qui alimentent le projet avec leurs objectifs propres, mais au service de cet objectif commun qui est la baignade là, sur un site. Donc ça, au-delà de l'exemple, hein, c'est pour montrer que finalement, et puis là, en préparant le webinaire, en discutant avec les uns et les autres, on voit bien qu'il y a ce besoin de projet collectif où chacun a une brique à apporter. Et côté Gypsum Naval, nous, ça serait un peu ce côté prospectif d'un point de vue scientifique, de commencer à aller voir un peu plus finement les zones, les périodes à risque et au-delà du réglementaire, et également l'aspect un peu plus sociologique sur pas tant l'acceptabilité de cette baignade, mais la place qu'elle peut avoir dans nos usages, sachant que derrière la baignade, en fait, on met plein d'autres choses et il y a pas mal d'autres choses qui sont intéressantes. Je mets un usage parasol pour proposer des activités récréatives de proximité. En fait, ça, c'est la baignade. Au-delà de ça, il y a aussi les autres pratiques récréatives. Il y a les balades en bord de Seine. Enfin, tout ça, ça va dans un contexte de reconquête de la Seine par les usagers, par les riverains, et puis avec des pratiques de proximité qui, post-Covid, se redéveloppent, d'attractivité du territoire aussi avec ses usages récréatifs en milieu urbain ou périurbain. Donc, il y a aussi un peu toutes ces pratiques-là derrière la baignade. C'est aussi un objectif ambitieux qui peut être aussi un aiguillon pour poursuivre l'amélioration de la qualité de l'eau. On l'a vu quand il y a des dépassements sur des paramètres sanitaires, microbiologiques. Finalement, ça veut dire qu'il y a des points de rejet, il y a des débordements de réseaux d'assainissement, il y a peut-être des mauvais branchements, des choses pas branchées. Donc, c'est aussi avoir un aiguillon pour aller traiter ces problèmes-là qui techniquement sont faisables, mais qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et du coup seront peut-être plus faciles si ça s'inscrit dans un objectif commun. Et enfin, le dernier élément que je voulais présenter, c'était au-delà de ça, on voit bien là il y a une dizaine de jours, période où il faisait très très chaud, on a de l'eau qui passe dans nos territoires, un besoin de rafraîchissement. Et du coup, cet enjeu questionne aussi la place de l'eau en milieu urbain dans un contexte de changement climatique et sûrement avec une reconnexion de certaines zones avec la Seine qui peut passer par cet usage baignade, notamment, mais pas que, mais en tout cas dans des aménagements. Dès qu'on touche à l'eau, au-delà de la baignade, c'est aussi re-questionner la place de l'eau dans nos villes ou dans nos zones aménagées en bord de Seine. Donc voilà pour l'état des lieux un peu, enfin l'historique, où est-ce qu'on en est sur la baignade aujourd'hui et les questions que ça pose. Donc on peut ouvrir un petit moment d'échange après cette présentation. Si vous avez quelques questions ou des témoignages ou des attentes, ou comment vous vous positionnez par rapport à cette pratique quand on se projette un petit peu vers le futur, comment vous appréhendez ça. Je sais que là dans le public il y a différents types de structures qui pourraient avoir un rôle là-dedans. Donc c'est le moment un petit peu c'est un moment pour témoigner de ça et puis voir comment est-ce que vous placez dans cette démarche-là. On a une première main levée, là, Véronique, si tu veux intervenir, vas-y, je t'en prie. Bonjour, je fais partie du collectif Seine Vivante et je me pose la question de savoir si on a, quelle est l'origine en fait finalement de la pollution bactériologique et virale qu'on mesure ou même si on ne mesure pas beaucoup, qu'on a à mesurer. Et en gros, est-ce que c'est les eaux pluviales? Est-ce que c'est des débordements de la station d'épuration? Est-ce que c'est des raccordements qui sont pas fait. Enfin, voilà, parce que au-delà de, comment dire, de la mesure, l'idée, c'est quand même, comme ça a été fait sur Paris, de voir comment améliorer la qualité bactérienne, dont on voit qu'elle n'est pas, comment dire, elle doit s'améliorer encore, quoi.
Ouais, on n'est pas encore complètement dans les clous. Ben, c'est complètement l'objet de ce qu'on a envie d'aller voir, en fait. Ou dans l'idée, ben, pour pouvoir traiter, enfin voilà, pour pouvoir considérer le problème, il faut vraiment voir c'est quoi les sources, c'est quoi les périodes, les zones à risque. Est-ce que ce sont voilà, plutôt stations d'épuration? Il y a la problématique agricole hein, aussi sur certains secteurs qui peut être prégnante. Et l'idée, c'est vraiment ça, de caractériser ça de manière un peu plus finement, justement, pour pouvoir fournir aux gestionnaires les billes de réduction de cette pollution bactérienne. Donc, on n'en est pas, voilà, c'est clairement la question un peu une des questions qu'on a en tête derrière ce qu'on a envie de faire. On a eu effectivement une précision dans le chat là, avec des collègues du CHU qui réalisent des mesures en scène, notamment des parasites Cryptosporidium. Et on voit que là, il peut y avoir une origine agricole, notamment des bovins. Voilà, donc, c'est effectivement multisource. Damien Costa, vous aviez voulu intervenir, allez-y. Oui, c'est ça, mais je fais partie de la même équipe que Romy, là, justement, qui intervenait sur le chat. Donc, on a à la fois une équipe de recherche côté UFR Santé à Rouen, Escape, dont on fait partie, et notre effectivement volet CHU, et on est Centre national de référence justement pour Cryptosporidium et les autres protozoos digestives. Et donc, justement, on a cette expertise pour rechercher, identifier, caractériser ces parasites, ces protozoaires. On sait, pour rebondir sur vos questionnements à l'instant, que justement en période estivale, chaque année, on a un pic de cryptosporidiose au niveau national, mais c'est le cas aussi à l'international, en lien avec une exposition multifactorielle, dont la consommation d'eau ou l'exposition à l'eau récréative à ces parasites. Donc ça, évidemment, oui, il faudrait vérifier, surtout que pour notamment Cryptosporidium, à la fois, il résiste particulièrement dans l'eau, mais vous connaissez bien la problématique. Et puis, ne serait-ce qu'ingérer une dizaine d'oocystes en moyenne peut, chez l'immunocompétent, entraîner la pathologie. Donc nous, on travaille dessus, on a plusieurs projets, donc le projet de Romy qui l'a cité, un projet aussi, un ANR là, que je porte qui s'appelle Micron, qui vient de débuter sur justement l'analyse de la qualité microbiologique des eaux en Normandie et la modélisation sur le potentiel rôle du changement climatique. Donc, au besoin, effectivement, on a à la fois les compétences pour rechercher dans l'eau, les détecter, génotyper, etc. Et on est à votre disposition. Ouais, parfait, merci de cette manifestation effectivement d'intérêt. On va être dans cette recherche de collaboration pour mener en bien les projets scientifiques. Donc oui, tout à fait pertinent d'envisager d'en discuter, de travailler ensemble. C'est vrai que tu veux rebondir là-dessus, sinon il y a aussi dans le chat. Non, mais enfin voilà, j'allais dire la même chose que toi. Hein. Nous, l'idée là, c'était vraiment, enfin. Là, on a fait un peu voir les différents acteurs plus sur le questionnement ou voir si de dérouler un peu le questionnement par rapport à la baignade, et la suite, ça va vraiment être de monter un projet là-dessus. Et voilà, votre équipe était ciblée et je vais rapidement revenir vers vous. Parfait, merci. Alors, dans le chat, on aborde un autre questionnement qui sont les usages actuels. Effectivement, quelles sont les informations qu'on a aujourd'hui sur les baigneurs en Seine? Combien sont-ils? Quand et où viennent-ils? Leur motivation à venir se baigner? Sans quelqu'un qui n'a peut-être pas encore compris la motivation, qui la questionne en tout cas. Voilà, ça interroge un autre sujet du besoin d'état des lieux. Donc, vas-y, Cédric, si tu veux rebondir sur cette… Il y a de la baignade, ça c'est clair. De plus en plus, un peu les retours qu'on a, même si on n'a pas d'éléments chiffrés. Il y avait un inventaire qui avait été fait il y a quelques années justement sur les zones de baignade où il y a les plus de 10 baigneurs. Donc, ce serait peut-être quelque chose à cet état des lieux un petit peu à remettre à jour et à compléter. Après, sur les motivations, quand on discute avec les sociologues, ou notamment sur ce qui s'est fait sur Paris, où si je porte un petit peu le trait, avant que les baignades soient mises en place, personne n'y croyait trop et tout le monde s'en moquait un petit peu. Et puis, une fois que les gens ont essayé, ont été assez vite conquis. Et finalement, il y a des retournements d'opinion assez forts sur ces thématiques-là. Donc, ça accompagne une volonté de certains.
Et la construction se fait, ou la construction sociale quelque part, ou la demande, se fait aussi via l'offre. Hein. Et aujourd'hui, je pense qu'on en est un petit peu, on en est plutôt là. Et d'accompagner une pratique qui se fait, peut-être la sécuriser, parce que finalement, de fait, il y a de la baignade. Et la réflexion aujourd'hui, on est sûrement plus là. Et puis une fois que ça sera un peu plus institutionnalisé en période estivale, c'est sûrement des choses qui prendront. Ça, c'est ce qu'on peut imaginer. Et pour juste compléter, du coup, vous l'avez bien vu, on va avoir un axe de travail qui va être très lié au sanitaire. Mais il y a également un axe de travail, effectivement, qui va être refaire un peu cet état des lieux pour qu'on comprenne aujourd'hui aussi et qu'on diagnostique bien quel est l'usage déjà aussi actuel, refaire un petit état des lieux et l'actualiser. Voilà, ça fait aussi partie de nos objectifs. Donc, ça va pouvoir répondre beaucoup plus finement à cette question. Bertrand, est-ce que tu veux intervenir maintenant, si tu veux? Oui, merci beaucoup, c'était très intéressant. Juste un petit élément de réflexion, cette question de l'eau en ville, elle va devenir de plus en plus importante avec le dérèglement climatique. En tant que ménageur, on modèle la ville, c'est quelque chose qu'on met de plus en plus. Hein. L'exemple du canal Camille Claudel en est un. Et donc, on voit que derrière, ça appelle les usages. Alors, je ferai une petite différenciation entre ce qui se passe en milieu urbain, où on aurait de plus en plus une pression extrêmement forte, et en milieu périurbain où la pression est peut-être un petit peu différente. Voilà. Et puis, oui, côté service métropole, très intéressé, hein, on en avait un petit peu échangé avant ce webinaire, pour pouvoir venir contribuer, réfléchir à la réflexion qui pourrait être menée sur la question de la baignade en Seine, la baignade dans ses affluents. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui a lieu, on le constate aujourd'hui, donc comment on fait pour le prendre en compte et essayer d'améliorer au mieux le sujet. Parfait, merci. Charlie? Oui, merci. Merci pour la présentation. Moi, j'étudie les loisirs d'un point de vue historique et je veux dire que ce qui était intéressant dans la question, c'était également, à mes yeux, de ne pas se focaliser forcément nécessairement que sur la Seine, mais aussi de voir la baignade dans son ensemble en pensant la question de l'accès aux piscines, par exemple, la manière dont on les construit aujourd'hui, quand on construit des équipements collectifs ou quand on laisse se multiplier des piscines individuelles, par exemple. Il y a aussi des questions politiques larges et puis des questions d'organisation aussi, voir alors voilà, est-ce que ces baignades, elles sont orientées vers le tourisme, l'animation, le festif, est-ce qu'elles font la promotion de formes de marchandisation ou pas, et puis peut-être aussi des enjeux de mémoire et de participation, essayer d'impliquer le public évidemment dans ces questions éminemment sociales. Voilà. Ok, merci de ce complément qui permet de prendre un peu de recul effectivement sur comment on peut aborder cette problématique. Élise, tu veux compléter? Oui, bonjour. Oui, effectivement, ça va à la suite. C'était aussi pour rebondir sur la dimension sociale de la question de la baignade. Vous avez évoqué les baigneurs. Moi, je me posais aussi la question des mairies, parce que là, vous parlez de l'interco, c'est une chose, mais la responsabilité pénale, elle revient aux maires. Donc, ça aussi, ça nécessite un accompagnement des élus qui sont, selon les cas, j'ai travaillé plutôt dans d'autres régions qu'en Seine-Normande, mais avec une frilosité à prendre la responsabilité de la baignade, et donc plus fermé, ou en tout cas ne pas autoriser par risque, en fait, pour prévention en fait du risque. Donc voilà, donc il y a aussi cette question-là que je pense qu'il faut intégrer. Et également, un peu en rebond, je pense aussi que c'est important de faire participer effectivement les publics et avec une certaine sensibilisation, parce que vous l'avez tous rappelé, c'est quand même la baignade en milieu naturel, c'est des baignades quand même un peu particulières, des baignades avec plus de risques que ce que l'on pourrait avoir dans les piscines. Et je pense que ça s'accompagne aussi d'une sensibilisation, et je fais aussi le rebond avec une remarque qui a été faite en particulier sur la présence de cyanobactéries, mais ça pourrait être le cas quand il y a des périodes de contamination bactériologique. C'est aussi sensibiliser les baigneurs, je pense, à la prise de risque aussi de cette baignade-là, qui n'est pas complètement anodine et qui mériterait d'être réapprise en fait, et reconnectée ainsi aussi
les gens à retrouver le plaisir, mais aussi le danger qui va avec à la baignade en Seine. Donc, en tout cas, super intéressant. Merci beaucoup pour cette présentation. Et également, j'en profite, je suis enseignante dans un master de gouvernance de l'eau à Nanterre. Donc, éventuellement, ce seraient des choses qui pourraient tout à fait rentrer dans des travaux d'étudiants ou autres, de réflexion plus loin sur cette dimension plus socio et géographique. Merci. Ok, super, merci. Ouais, en note, non, c'est intéressant. Et c'est vrai que cette culture du risque, qui est valable pour d'autres choses que pour la baignade en Seine, Ouais. on voit bien qu'il y a ce besoin de reconnexion. Du coup, ça s'accompagne de cette culture-là qu'il faut réactiver et dans la baignade et en autre chose. Donc, c'est vrai que ces aspects-là sont intéressants. Ouais. Merci. Merci, Elise. Et Erwan, du coup, t'as mis le maillot de bain ou pas? Parce qu'on ne voit pas trop là. Écoute, en tout cas, Aloha, je suis en direct depuis Saint-Aubin Beach. Ok, ça marche. Donc je sais pas ce que vous voyez derrière dans moi. la démonstration. Voilà, bon, aujourd'hui, il n'y a pas de baigneurs, mais je voulais en tout cas apporter mon témoignage pour dire que, en tout cas, sur Elbeuf, c'est des activités qui sont pratiquées, on va dire, à partir du moment où les températures sont bonnes, quasi de façon hebdomadaire, voire quotidienne quand il y a des fortes chaleurs. Et donc, voilà, en dehors de ce témoignage, aussi indiquer que donc je suis représentant des activités parasols dont Cédric a parlé tout à l'heure, donc des activités nautiques et le kayak en particulier. Et donc nous, on est particulièrement intéressés pour avoir aussi des infos sur la qualité microbiologique, bactériologique de la Seine, pour répondre aussi parfois à des inquiétudes de la population, de nos adhérents aussi, qui se posent des questions sur tout ça par rapport à nos activités. Et puis, pour aussi accompagner le discours auprès des élus, pour permettre de la reconnaissance de nos activités et leur bon développement à l'échelle du territoire séno-marin. Et puis, dire aussi quelque chose par rapport aux autres témoignages qui ont été faits tout à l'heure, c'est que les associations sportives et nautiques se tiennent à disposition s'il y a des études sociologiques, s'il y a des études pour identifier des points de rejet, des secteurs où il y a de l'activité de baignade. En gros, intégrer un peu de sciences participatives. En tout cas, on se tient prêt à accompagner le ou les porteurs du projet pour essayer d'aller plus loin dans la réflexion. Voilà, je vous remercie. Ouais, super. Ouais, non, merci. Faudrait qu'on comprenne. Enfin, forcément, vous faites largement partie de ceux auxquels on pense, justement, sur les opportunités, les conditions de succès aussi, les choses à pas rater. Et puis, finalement, vous vous baignez déjà pour partie, et donc s'appuyer là-dessus. Et forcément, ça, on en avait déjà discuté, intéressé par ce retour-là un peu sanitaire sur les conditions de la pratique. Et le côté sciences participatives, ça peut être intéressant pour identifier les zones de baignade et les points de rejet, là, comme tu l'évoques. Et c'est une aide, une connaissance précieuse du terrain que vous avez pour ça. Ouais. Merci pour ce témoignage complémentaire. Il y a quelques petits mots dans le chat sur un certain nombre de problématiques, notamment les cyanotoxines qu'on trouve dans les plans d'eau. Il y aura peut-être des sujets à vérifier dans la Seine. Donc ça, effectivement, ça doit faire partie, je pense, du spectre qu'on va regarder dans les études à venir. Le Robec, qui a l'air d'être ici utilisé pendant les périodes de coups de chaud, d'après Robert Lafitte. Donc, ça complète l'inventaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres envies de remarques ou de commentaires ou de questions sur ces sujets? Oui, Charlie? Ouais, juste parce que ça n'a pas été évoqué, ou rapidement dans la présentation, il y a aussi une question de coût qui peut-être peut être aussi testé de façon empirique. Ça a pas mal mobilisé. Il y a encore un rapport de la Cour des comptes là sur le prix de la baignade à Paris, où les prix sont vraiment beaucoup plus importants comparativement au nombre de baigneurs en Seine que dans des équipements durs.
contrairement peut-être à l'idée qu'on pourrait s'en faire. Donc, je pense que c'est aussi un sujet auquel on ne coupera pas. Un volet économique, effectivement, et pas que centré sur l'usage de la baignade, parce que tous les efforts sur la qualité de l'eau font appel à d'autres, une analyse économique beaucoup plus globale, je pense. Sinon, ça perd un peu de sens. Ramener au nombre de baigneurs. Et chose possible aussi qu'on n'a pas évoqué, parce que c'est moins spécifique estuaire, c'est des évolutions ou des adaptations éventuelles de la réglementation, où il y a peut-être des zones, c'est pas de la baignade complète. Enfin, il y a peut-être aussi des choses pour simplifier certaines restrictions, et par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, pas la frilosité, mais du coup à des maires qui prennent des arrêtés pour éliminer les risques. Il y a peut-être des entre-deux aussi, mais donc un aspect réglementaire à voir, mais qui n'est pas spécifique Seine et qui se place à une plus large échelle, mais qui peuvent être aussi des choses intéressantes à creuser. Et également, il y a effectivement l'aspect réglementaire, et j'ajoute aussi l'aspect des moyens humains. Il y a aussi beaucoup de baignades qui sont juste pas ouvertes pour des questions d'absence de surveillance de maîtres nageurs. Donc ça, c'est aussi un vrai problème. Donc au-delà des questions de qualité de réglementaire, c'est vrai que les moyens humains de surveillance, chaque année, il y a énormément de plans d'eau, par exemple, de sites de baignade qui ne s'ouvrent pas à cause de ça. Ou même la surveillance des sites par la police municipale, parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passent. Enfin, même, c'est une vraie contrainte pour le gestionnaire, ça c'est clair. En fait, moi là-dessus, en fait, je voulais poser la question, est-ce que, l'élu, justement, le maire, prend plus de risques en déclarant une zone, à vos risques et périls, que de ne rien mettre, de ne pas mettre de panneau, ou de mettre un panneau, alors baignade interdite, sachant que c'est notoire et donc lui ne peut ignorer que des personnes se baignent à tel ou tel endroit. Donc en fait, en termes de risque, je me pose la question de savoir si finalement la solution à vos risques et périls, elle n'est pas plus pertinente que de mettre des baignades interdites alors qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui se baignent, ou de ne rien mettre. Voilà, d'un point de vue juridique. Est-ce que c'est pour répondre aussi finalement, est-ce qu'il y a une analyse par rapport à ça? Parce que finalement, c'est plus, honnête de marquer à vos risques et périls. Effectivement, c'est très délicat. Enfin, moi, je le travaille un peu, cet aspect réglementaire. Il y a énormément d'angles morts, justement, sur ces jeux qui se font et puis qui n'ont pas le même statut. Pour la baignade, c'est pas le même statut que les activités nautiques. Donc, une baignade peut être interdite, mais pas l'activité nautique. Et effectivement, en principe, l'interdiction, dans le cas d'un arrêté, doit être toujours motivée. Donc, effectivement, l'arrêté, il tombe une fois que la motivation n'a plus lieu d'être, comme par exemple une pollution. Donc, mais en même temps, s'il n'y a pas de panneau et qu'il y a un problème, c'est de la responsabilité du maire également. Donc, c'est vrai que c'est assez complexe, ça mériterait effectivement d'être travaillé, je pense. Mais ça va pas, c'est pas lié qu'à la Seine. Oui, c'est ça. C'est comme le blocage, il vient souvent de là. En fait, c'est intéressant, je pense, de travailler au-delà, en plus des aspects bactériaux, sur ce volet, juridique. Est-ce que c'est une vraie est-ce que vraiment, en fait, en mettant baignade interdite, le maire se couvre? Oui, il se couvre. Oui. Il se couvre en partie, en tout cas. Ouais. Plus que s'il n'y a rien. Oui, peut-être, mais s'il ne fait pas respecter son arrêté. Après, voilà. Mais après, vous avez même l'effet inverse. J'ai un cas où c'est carrément l'inverse. Le maire a été, alors c'est au tribunal administratif, mais il a été attaqué parce que justement, il avait fait un arrêté d'interdiction de la baignade pour cause de cyanobactéries. Et là, il a été attaqué par une association de riverains. Donc, vous voyez, même l'inverse est attaquable. Voilà. Bon, en tout cas, ça ne refroidit pas Monsieur Beauté, qui est maire riverain, un peu plus à l'amont, qui a l'air de vouloir s'engager dans la mise en place d'une zone de baignade. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y avait une dernière intervention là, de Catherine Jourdain. Oui, je voulais juste dire au niveau du coût économique de la baignade en Seine, peut-être faire attention, ne pas tout faire porter sur la baignade. Je veux dire, le levier qu'ont été les Jeux Olympiques sur l'amélioration de la qualité et d'un certain nombre de raccordements ont permis la baignade en Seine et ont permis une amélioration très intéressante, mais elle bénéficie quand même à l'ensemble du milieu
Et donc, voilà, il faut être vigilant sur ces coûts de baignade. Ça n'est pas que bénéfique pour la baignade, donc c'est quand même bénéfique pour le milieu et pour les autres baigneurs que sont tous les poissons et autres habitants de la Seine, hein. Oui, oui, complètement, hein. Les baigneurs, il y en a plein avec déjà. Oui, complètement. C'est ce que je mettais un peu dans la dernière diapositive, c'est que c'est un objectif qui peut permettre ça, mais c'est cette poursuite de la reconquête de la qualité de l'eau au sens large, avec plein d'aspects positifs au-delà de la baignade. Et complètement, ça, je vous rejoins complètement là-dessus. Ouais. Eh bien, écoutez, on ne va pas tarder à clôturer ce webinaire. Je vois qu'il n'y a pas d'autres mains levées, donc on va pouvoir voilà, tranquillement conclure. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui, vos contributions à la discussion. Voilà, je pense que ça rejoint un peu le côté projet collectif dont Cédric parlait tout à l'heure. On voit qu'il y a des ressources pour avancer et on ne manquera pas de vous mobiliser dans le cadre des projets qu'on va engager dans les comme le disait Cédric, dans les mois à venir. Donc, merci beaucoup. Prochain rendez-vous des webinaires de l'Estuaire, maintenant, ça sera en octobre. Alors, effectivement, on va aborder d'autres baigneurs, là, puisqu'on va revenir sur un volet plus écologique, c'est le phytoplancton et le zooplancton. Vous voyez qu'on a une diversité de sujets au niveau des webinaires. Voilà, on se focalisera sur un des compartiments écologique qu'on étudie dans la colonne d'eau de la Seine et qui est parfois un peu méconnu, et on essaiera d'insister sur le rôle important de ces maillons des réseaux trophiques lors du webinaire du mois d'octobre prochain, et vous faire un petit peu l'état de l'art des connaissances sur ce sujet. Et bien voilà pour cette édition. Encore merci, et puis je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. À bientôt.